Bonjour, ça y est, la Vaxis est arrivée, et elle est assez fournie alors même qu'elle ne comprend que deux figurines inédites, le taille du Major Von Reg et le Fireball. C'est qu'elle comprend en outre trois paquets de cartes et de marqueurs associés, dont les tout nouveaux marqueurs d'épuisement ici, chargement complet qui porte sur les engins, et moi et les probabilités qui portent sur les obstacles, deux extensions qui comprennent aussi du contenu visant à scénariser un peu l'environnement de jeu, et surtout pilote hors pair qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette extension assez fournie, même si j'en aurais bien repris du rab, concrétise une bonne idée avancée depuis pas mal de temps déjà, qui consiste à ajouter pour l'essentiel de nouveaux pilotes nommés sur des châssis préexistants pour 5 factions, les 3 originelles et les 2 de la nouvelle trilogie. Les séparatistes et la République ne sont donc pas concernés, ce qui n'a rien d'étonnant ni a fortiori de scandaleux, tous leurs vaisseaux ayant intégré le jeu l'année dernière seulement. Chacune de ces factions accueille 3 nouveaux pilotes avec leur carte de formation rapide, à l'exception de l'Alliance Rebelle qui en accueille 4, mais aussi tant qu'à faire des améliorations spécifiques assez balèzes à vue de nez, disons-le d'ores et déjà, cette faction a été particulièrement gâtée. Enfin, l'extension comprend aussi tout un ensemble d'améliorations génériques, pour la plupart déjà connues, il y a cependant 2 exceptions, mais rares car associées à des extensions spécifiques, ce qui pénalisait les joueurs ne souhaitant pas jouer, notamment les nouvelles factions, et qui pouvaient se sentir contraints dès lors d'acheter des extensions ne les intéressant en vérité que pour telle ou telle amélioration générique impossible à trouver ailleurs. Même chose d'ailleurs pour certaines cartes multifactions inégalement réparties dans les kits de conversion comme Triple Zero ou Maul. Allez, détaillons un peu tout ça en procédant faction par faction. Commençons donc par l'Alliance Rebelle. Comme dit en introduction, cette faction est la seule à accueillir 4 nouveaux pilotes, c'est 3 pour toutes les autres, et comme ça n'était visiblement pas suffisant, elle est aussi la seule à bénéficier de nouvelles améliorations spécifiques, 2 en l'espèce, et potentiellement très balèzes. Nous avons tout d'abord une nouvelle pilote de B-Wing ASF-01 en la personne de Gina Moonsong, 50 points d'escadron. C'est la première fois que nous avons un pilote de B-Wing à initiative 5, mais à 50 points d'escadron, elle se situe pile poil entre les 2 stars classiques du châssis à initiative 4, à savoir Brylan Stram, qui demeure donc le plus cher, et Tan Numb, ce qui en soi est déjà très intéressant. Sa capacité spéciale n'est pas dégueu par ailleurs. Au début de la phase d'engagement, elle doit transférer un de ses marqueurs de stress à un autre vaisseau allié à portée 0 à 2. Hors des alliés tels que les 2 autres pilotes de B-Wing mentionnés raffolent des marqueurs de stress. Ils ont certes d'autres moyens d'en choper, mais leur associé Gina Moonsong ne serait pas déconnant, il y a peut-être des choses à creuser ici. Surtout, le B-Wing dispose enfin de sa carte de configuration, qui aurait dû intégrer l'extension B-Wing ASF-01, et si cela ne s'est pas fait, c'était en raison de la promesse de FFG concernant la reprise des extensions de la V1 et le contenu des kits de conversion. Mais du coup, on voyait les limites de cette politique. Il s'agit des S-Foils stabilisés, 2 points d'escadron, que l'on a ici en 2 exemplaires. Comme le servomoteur S-Foils des X-Wing T65, etc., il s'agit d'une carte duale et dont les différents aspects peuvent être matérialisés sur la nouvelle figurine avec ses parties mobiles si l'on y tient. Commençons par le côté déplié parce que c'est le plus excitant et terrifiant, ça dépend d'où on se trouve. Déjà, le B-Wing y gagne une nouvelle action liée, tonneau plus acquisition de cible rouge, ce qui pourrait s'avérer très utile, d'autant que le stress, on le sait, est plutôt un atout pour les pilotes nommés de B-Wing. Mais surtout, le vaisseau y gagne en capacité offensive. En effet, après avoir effectué une attaque, il peut dépenser son verrouillage sur le défenseur, éventuellement acquis donc avec l'action liée évoquée à l'instant, pour effectuer une attaque bonus contre ce même vaisseau avec une amélioration de canon pas encore utilisée à ce round. Conférer une deuxième attaque, c'est toujours énorme, et si les canons ont un chouïa augmenté lors de la mise à jour de janvier, peut-être bien d'ailleurs en raison de l'introduction de cette nouvelle configuration, les B-Wing ont du coup plein d'options pour se montrer vraiment très menaçants. Et merde, même un rayon de brouillage gratuit ne serait pas forcément déconnant ici. Les B-Wing risquent de se montrer assez infernaux dans les mois qui viennent. Le retournement de la carte se fait avant de s'activer, à la condition de ne pas être critiquement endommagé. Le B-Wing a 4 boucliers de base, donc j'imagine qu'il peut voir venir, mais c'est tout de même à garder en tête, il serait dommage de se retrouver coincé avec le mauvais côté de la configuration. Mais parlons donc de l'autre côté de cette configuration, S-Foil stabilisé, replié. Cette fois, c'est purement d'économie d'action qu'il s'agit. Le B-Wing y gagne une action liée de tonneau plus évasion rouge, ce qui ne coule pas de source, et peut-être plus intéressante, une action rouge de rechargement. Ok, le B-Wing peut s'équiper de torpilles, même si je ne pense pas que ce soit la catégorie d'amélioration la plus pertinente pour lui. Les conditions de retournement de la carte sont les mêmes que de l'autre côté, même avertissement donc. Maintenant, je suppose qu'il n'est pas dit que le B-Wing ait spécialement besoin de retourner sa configuration initiale en cours de partie.
Le côté déplié ne sera pas si utile que cela si vous ne jouez pas de canon, et inversement pour les torpilles à vue de nez. Seule l'économie d'action pourrait alors justifier ces variations en cours de jeu. Mais je table quand même sur le côté déplié avec des canons, ça risque de faire très mal. Passons au socle moyen. Nous avons ici un nouveau pilote exigé de longue date par les fans, même s'il concerne un châssis déjà très riche en pilotes, avec K2SO, le droïde de Rogue One, aux commandes forcément, et cela arrive d'ailleurs dans le film, sauf erreur, d'un U-Wing UT-60D. Très raisonnablement coté à 46 points d'escadron au regard de son initiative comme de son action de calcul, puisque droïde. Il dispose en outre d'une capacité spéciale lui permettant, après avoir gagné un marqueur de stress, en coordonnant par exemple, de gagner un marqueur de calcul. Ce qui est honnête, pas foufifou mais honnête. Pas dit cependant que ce soit le pilote que l'on ait envie de privilégier sur ce châssis. Mais l'extension pilote hors pair comprend aussi une carte d'équipage de K2SO à 8 points d'escadron, et là ça parle probablement davantage. Déjà, il confère au vaisseau qui l'embarque 2 actions blanches de calcul et de brouillage, hop. Ensuite, pendant la phase de système, on peut choisir un vaisseau allié à portée 0 à 3, lequel gagne alors un marqueur de calcul et un marqueur de stress. Ça me paraît assez intéressant, d'autant que cela n'est pas une action et cela porte bien plus loin qu'une coordination classique. Il y a sans doute de la matière à combo, ici. Au regard du contenu de cette extension, on est d'ailleurs probablement tenté de songer au premier chef ADB-Wing, qui aime le stress, mais il y a plein d'autres choses envisageables. Certes, K2SO est assez cher à 8 points d'escadron, et son effet a des inconvénients potentiels, mais ça me paraît bien une option de soutien très intéressante, sur le papier du moins, à voir ce que ça donnera sur les tapis de jeu. On passe ensuite au gros socle. Les rebelles gagnent 2 nouveaux pilotes, ici cas unique là encore dans cette extension. Ceci dit, le premier n'est pas forcément hyper enthousiasmant. Il s'agit d'Alexander Calus à bord de son cargo léger VCX-100, 69 points d'escadron, un gros socle assez notoirement à la peine. Tant qu'il défend, si l'attaquant a modifié n'importe lequel de ses dés, ce qui est en principe assez fréquent, alors Alexander peut jeter un dé vert supplémentaire, en rappelant que le VCX-100 a une agilité de base de 0. Ouais. Honnêtement, à mes yeux, c'est probablement la carte la moins intéressante de toute cette extension. Logiquement, je devrais donc me le prendre dans la gueule pour changer d'avis, mais d'ici là, n'hésitez pas à prendre sa défense. L'autre pilote de gros socle est plus funky. Il s'agit de Leia Organa, à bord d'un cargo léger YT 1300 modifié, 79 points d'escadron. Chouette illustration au passage. Je n'ai pas souvenir qu'on la voit piloter le Faucon Millennium dans les films, mais on a pu la voir en tant que pilote sur d'autres châssis, dans d'autres supports de l'univers étendu, en BD notamment, alors admettons. Mais pour le coup, elle est assez intéressante. Dotée d'une initiative de 5, ce qui la place au même niveau que Lando Calrissian et devant Chewbacca, elle bénéficie surtout d'un marqueur de force, car il y en a un autre. Un seul certes, mais c'est déjà cool, c'est toujours cool. Ensuite, après qu'un vaisseau allié a entièrement exécuté une manœuvre rouge, s'il est à portée 0 à 3, ce qui inclut donc Leia elle-même, alors elle peut dépenser un marqueur de force. Dans ce cas, soit le vaisseau allié gagne un marqueur de concentration, soit il récupère une force. Bon, ce deuxième effet n'a donc aucun sens sur Leia elle-même, et je ne suis pas bien certain qu'il soit si pertinent sur un autre utilisateur de la force rebelle, Luke Skywalker récupérant facilement sa force dès qu'il est attaqué notamment. Mais le marqueur de concentration après une manœuvre rouge est à portée 0 à 3, ce qui nous ramène un peu à K2SO d'ailleurs, mais probablement mieux, ça c'est carrément bien, très très bien même. Oui, l'Alliance a été gâtée dans Pilote hors pair, Gina Moonsong, les S-Foy stabilisés, K2SO en tant qu'équipage, Leia Organa enfin, c'est que du bonheur. Les autres factions sont donc un peu en deçà, ce qui est un petit chouïa décevant parfois. De manière très partiale sans doute, j'avoue notamment ne pas être totalement hypé par ce qui concerne l'Empire Galactique, ma faction de prédilection. Non que les 3 nouveaux pilotes soient mauvais, en fait ils sont plutôt bons, mais pas forcément très flamboyants, et surtout j'attendais de nouveaux pilotes sur d'autres châssis pour leur délaisser. Au premier chef, si je n'ai plus d'espoir concernant le TIE agresseur, j'aurais par exemple vraiment apprécié de nouveaux pilotes pour l'intercepteur TIE-IN, qui n'en a que 2 nommés. Bon, je viens de lire la BD TIE Fighter qui présente plein de pilotes sur ce châssis et qui est paru en même temps qu'un roman les figurant également. Peut-être cela donnera-t-il des idées FFG pour la suite. Un nouveau paquet de renforts un de ces jours. L'idée a été évoquée, mais clairement cela dépendra des ventes de pilotes hors pair et ce ne sera sans doute pas pour tout de suite. Bon, passons et penchons-nous plutôt sur ce qui existe là maintenant. Nous avons donc 3 nouveaux pilotes impériaux, 2 pour des petits socles, une pour un gros socle. Du côté du petit, nous avons tout d'abord un nouveau pilote de TIE Advanced V1 en la personne du 5e frère, à 42 points d'escadron. Ce qui répare effectivement une anomalie, je suppose, car cet inquisiteur n'était jusque-là disponible qu'en tant qu'artilleur. Cela dit, pour le peu que j'en sais, je n'ai pas forcément l'impression que les inquisiteurs soient au premier chef des pilotes.
Maintenant, le châssis a une approche d'as marquée, hein. Chouette illustration, là encore. À 42 points d'escadron, c'est le moins cher des pilotes de taille Advanced V1 nommés, pour une même valeur d'initiative, 4, que la 7ème sœur, laquelle coûte 1 point de plus. Et bizarrement, c'est probablement de tous celui dont la capacité spéciale me botte le plus. Tant qu'il effectue une attaque, après l'étape neutraliser les résultats, si l'attaque touche, il peut dépenser 2 marqueurs de force, et il n'en a que 2, pour ajouter un résultat critique. Ajouter un résultat, c'est toujours fort. Certes, c'est très consommateur en force, le 5ème frère aura tout intérêt à s'équiper de BN. Mais ça en vaut probablement la peine, surtout pour un châssis doté de 2 dés rouges seulement à la base. Et on peut éventuellement combiner ça avec des missiles à tête chercheuse par exemple, ce qui ferait peu ou prou un hit et un crit automatique. Yep, ça se tente. Le 5ème frère est un bon pilote. Si je ne suis pas plus emballé que ça, c'est pour des raisons toutes personnelles. Quand je joue des Advanced V1, ils ont une fâcheuse tendance à faire plop très vite. Mais à tout prendre, il me paraît beaucoup plus intéressant que la 7ème sœur, et le Grand Inquisiteur n'a pour lui que son initiative supérieure, ce qui compte certes pour un vaisseau de ce type. Nous avons ensuite un nouveau pilote de taille SK Striker en la personne de Vagabond, 35 points d'escadron. Au passage, j'aime vraiment beaucoup l'illustration de cette carte. Il n'a certes qu'une initiative de 2 seulement, mais à 35 points d'escadron à poil, c'est de très loin, 7 à 9 points, le pilote nommé de Striker le moins cher. Et il a quand même un emplacement de talent, à l'instar du générique éclaireur de l'escadron noir, lequel coûte certes 1 point de moins pour une initiative supérieure. Le Striker faisant un bon bloqueur, c'est à prendre en compte. Maintenant, son truc à lui, c'est que, après avoir entièrement exécuté une manœuvre d'aileron adaptable, si Vagabond n'est pas stressé, alors il peut larguer un engin. Déjà, larguer après cette première manœuvre, c'est cool. C'est souvent préférable à un largage normal et c'est un bon moyen de rentabiliser cette spécificité du Striker. Mais le corollaire, c'est que l'on peut, si l'on y tient, larguer du coup 2 engins dans un même tour. Le premier lors de la phase de système, normalement, puis le second au moment de l'activation. L'article prend le pouvoir en fournit une illustration avec Vagabond qui balance 2 mines de proximité, blam blam, pile en face de 2 X-Wing rebelles. Bon, ça n'arrivera pas tous les jours, hein, et le Striker n'a pas d'action de rechargement, mais c'est quelque chose à envisager. Reste une dernière pilote impériale à envisager sur un gros socle, cette fois Mornaki à bord de son décimateur VT-49 à 75 points d'escadron. À ce coup, et aussi avec sa valeur d'initiative de 4, elle se situe pile poil entre les 2 pilotes nommés du châssis existant précédemment, soit le capitaine Oikun et le vice-amiral Shirano. Sa capacité spéciale concerne le renforcement. Pendant la phase de dénouement, elle peut dépenser une charge, elle en a 3, pour retourner un de ses marqueurs de renforcement vers son autre arc, au lieu de le retirer. C'est donc une option défensive qui peut avoir son intérêt, hein. Je dirais tout spécialement si l'on joue le Moff Gergerod en équipage. Après l'accélération qu'il permet, reporter le renforcement avant sur l'arc arrière pourrait être pertinent. Mais le principal atout de cette carte serait peut-être bien pour le décimateur d'avoir 2 marqueurs de renforcement dans un même tour. Un à l'avant, un à l'arrière, l'un étant transféré et l'autre acquis auprès d'une action de renforcement normale, ou de celle procurée par la ministre Tua par exemple. Pour ce châssis massif mais doté d'une agilité de 0, cela pourrait faire sens. Oui, ces 3 nouveaux pilotes sont plutôt bons. Pas forcément des plus excitants, mais ok. J'aurais bien repris du rab, hein, tout spécialement pour cette faction, mais on va dire que mon point de vue est biaisé, hein. Cela dit, j'ai un peu le même sentiment pour les racailles et scélérats, même si leurs 3 nouveaux pilotes ne sont pas inintéressants, et ont même certaines caractéristiques relativement inattendues et potentiellement rigolotes. Peut-être, faut voir. Bon, commençons par Bossk, qui était déjà un pilote de cargo léger YV666, mais l'est aussi maintenant pour le chasseur de tête Z95 à F4 à 29 points d'escadron. Pas le vaisseau le plus foufifou du jeu, hein, mais il constitue un fileur honnête dans le cas présent, avec un coup décent pile au milieu par rapport aux 2 pilotes nommés antérieurs du châssis. Bossk conserve en fait la même initiative et surtout la même capacité spéciale que pour son avatar en gros socle, à savoir que tant qu'il effectue une attaque, après l'étape neutraliser les résultats, il peut dépenser un résultat critique pour ajouter 2 résultats de dégâts. Ce qui n'est pas mal, et peut-être plus facile à rentabiliser sur un petit socle. Cela devrait assez régulièrement compenser les 2 dés rouges seulement du Z95, ce qui est plutôt bienvenu. Mais en fait ce n'est pas tout. Bossk dispose d'une capacité générique qui n'en est pas une en fait, hein, puisque tous les autres Z95 en sont dépourvus. Mais elle en adopte les codes graphiques, ok. Et donc, appareil de poursuite. Après avoir été déployé depuis un YV666 avec le titre Houndstooth, Bossk peut verrouiller un vaisseau que le dit Houndstooth a verrouillé. Bien sûr, Bossk ne peut pas dans ce cas être le pilote du YV666,
Mais notons que s'il l'était, il pourrait toujours bénéficier d'une H-Tap-Up, lequel concrètement devenait déjà un Z95 avec la même initiative et la même capacité spéciale que ce nouveau Bossk. Mais il y a deux différences notables, cette fausse capacité générique qui constitue un petit bonus appréciable, et le fait que Bossk, en tant que pilote de Z95, peut se déployer quand il le souhaite, et pas seulement en déploiement d'urgence. Ok, faut voir. Le pilote suivant a un nom à coucher dehors. G4R-GOR espace V/M. Bon, je vais dire Gore, tiens, ça sonne bien, Gore. Il a 28 points d'escadron et c'est, oui, un droïde, donc avec l'action de calcul, et un pilote d'intercepteur M3A doté d'une valeur d'initiative de 0. Chose rare, hein, je n'ai pas d'autre exemple que Null en tête, là, comme ça, si divers effets de jeu peuvent aboutir au fait qu'un vaisseau passe à initiative 0. Mais je crois que ce sont les deux seuls à avoir cette valeur sur leur carte de pilote. Bon, j'exclus bien sûr les engins distants, même si dans le cas de Null, nous savons ce qu'il en est en fait. Malgré cela, il se situe dans la tranche moyenne des coups sur ce châssis. C'est qu'il a une capacité spéciale amusante. Après qu'il a défendu, chaque autre vaisseau à portée 0 subit un dégât critique. On le voit donc bien en bloqueur kamikaze qui pourrait peut-être rentabiliser encore cette capacité spéciale en usant de cartes comme les améliorations illégales, dispositifs de retour ou salve automatique, je suppose. C'est amusant, j'aime bien. Le troisième et dernier des pilotes racailles inédits, assez bizarrerie lui aussi, il s'agit de Nomlumb, qui est un pilote de Jumpmaster 5000. Ce vaisseau qui détruisait absolument tout vers la fin de la V1, au point où c'en était aussi pénible qu'absurde, mais qui a toujours galéré depuis le lancement de la V2. Il se distingue déjà par sa valeur d'initiative de 1, soit la plus basse sur ce châssis, et peut-être plus encore par son coût. À 38 points d'escadron, il s'avère moins cher que le générique éclaireur sous contrat, lequel coûte 3 points de plus. Certes, il n'a pas d'emplacement de talent, mais là on se dit que 38 points d'escadron pour ce gros machin, ben déjà comme ça, à poil, on peut sérieusement se poser la question de le caler dans une liste. Même si le châssis a donc des difficultés en V2, dont non des moindres son cadran de manœuvre asymétrique, c'est le seul vaisseau du jeu dans ce cas, et le fait que son action de rotation de tourelle soit rouge. Mais justement, c'est ici qu'intervient la capacité spéciale de Nomlumb. Après être devenu le défenseur, si l'attaquant n'est pas dans l'arc de tir mobile de Nomlumb, alors celui-ci doit pivoter sa tourelle vers un arc standard où se trouve l'attaquant. Ce caractère impératif peut éventuellement poser problème, mais cette faculté garantit ou peu s'en faut que Nomlumb, qui a toutes les chances de s'engager après son attaquant du fait de son initiative de 1, pourra lui tirer dessus le moment venu. C'est intéressant, et c'est une manière de faire pivoter sa tourelle sans avoir à se stresser. Ouais, je dirais que ça se tente. Passons maintenant aux factions de la nouvelle trilogie, en commençant par le Premier Ordre. Mon ressenti est très différent de celui que j'avais exprimé pour l'Empire Galactique. Les 3 nouveaux pilotes de la Bandai Kylo sont assez intéressants et même relativement excitants. À première vue, je dirais que le Premier Ordre est peut-être bien la faction qui s'en tire le mieux dans cette extension, avec la Résistance, même si après, bien après, l'Alliance Rebelle. Pourtant, on ne fait pas vraiment dans la variété ici, outre que l'on appuie plus que jamais sur le caractère masochiste de la faction qui aime prendre des coups pour taper plus fort, et ça m'amuse beaucoup cette tendance. 2 de ces 3 nouveaux pilotes sont aux commandes d'un chasseur taille SF. Par ailleurs, ils ont tous deux le même coup à poil, 39 points d'escadron, qui est au passage le même que pour Backdraft, ce qui fait donc 3 options intéressantes exactement au même rang. Commençons par la capitaine Phasma. Oui, c'est un choix très étrange. Phasma n'a absolument rien d'une pilote dans l'univers étendu, et la BD Phasma notamment en a fait l'éloquente démonstration, j'en avais causé dans un article univers. À tout prendre et d'un point de vue purement fluffique, ça me chatouille beaucoup plus que le fait pour la Leia Organa rebelle de piloter un YT-1300. Ceci dit, je ne vais pas faire l'intégriste parce que, en termes ludiques, cette nouvelle Phasma a une capacité spéciale très amusante et qui pour le coup colle parfaitement au personnage de cette ordure chromée. En effet, tant qu'elle défend après l'étape neutraliser les résultats, un autre vaisseau allié à portée 0 à 1 doit, là encore on fait dans l'impératif, subir un dégât ou un critique pour annuler un dégât ou critique correspondant infligé à Phasma. On reporte donc l'archétype Maso du Premier Ordre sur les autres, ce qui est parfaitement, absolument Phasma. Et c'est du coup peut-être plus intéressant que ça n'en a l'air, car il ne s'agit peut-être pas seulement d'une adaptation du talent impérial impitoyable que j'ai toujours trouvé bof. Bon, je ne garantis rien ici, mais le fait est que ça donne envie de tester des trucs un peu débiles. L'utilisation classique, celle qui coule de source, ça serait de faire voler Phasma aux côtés, mettons, d'une nuée de taille FO sacrifiable, ok. Mais il y a probablement plus rigolo. Associer Phasma à des pilotes bien maso qui ont vraiment envie de subir des dégâts pour pouvoir taper comme des sourds. Au hasard, Quick Draw ou le lieutenant Tafson.
Mais à vrai dire, des TIFO ou des TSF dotés du talent fanatique pourraient aussi avoir leur place aux côtés de Phasma. Voir Rush, j'y arrive? Bon, là j'y crois pas trop. C'est peut-être débile, oui, mais j'en ai davantage envie d'essayer. Le second pilote de TSF inédit est plus sobre. Il s'agit du lieutenant Lehuz, qui se singularise déjà par sa valeur d'initiative de 5. Aucun autre TSF n'est dans ce cas si Quickdraw est d'emblée à 6. Sa capacité spéciale stipule que tant qu'il effectue une attaque, il peut dépenser le verrouillage d'un autre vaisseau allié sur le même défenseur pour relancer n'importe quel nombre de ses résultats. Bon, en clair, il utilise le lock d'un autre, sans condition de portée, mais seulement pour la relance, pas pour lancer un missile par exemple. Ce qui n'est pas totalement dingue, mais tout de même intéressant. Cette utilisation des logs des autres me rappelle un peu le prototype Bactoïde des séparatistes, et j'avais pu constater que ça pouvait avoir son intérêt. En laissant du champ à Lehuz pour, par exemple, faire une concentration, c'est un moyen appréciable de fiabiliser ses tirs, ce qui ne se refuse pas. Maintenant, le pilote qui m'intrigue le plus ici, c'est le dernier, à bord d'un Tyvean Silencer, Rush, 57 points d'escadron. Celui-ci a le bon goût de ne pas faire dans le rock progressif lourdeau et pléonasmique, ce qui est déjà un bon point. Mais plus sérieusement, c'est une sorte de null inversé. À la base, il a une initiative de 2 seulement, ce qui est très bas et problématique pour un silencer. Seulement voilà, dès l'instant qu'il est endommagé, on considère dès lors qu'il a une valeur d'initiative de 6, ce qui est énorme et le fait passer devant Kylo Ren ou Blackout. Par ailleurs, en termes de coût, à 57 points d'escadron à poil, il se situe au même niveau que Recoil et ne coûte qu'un point de plus par rapport à Avenger ou un générique pilote d'essai du premier ordre, ce qui est très décent. Il me paraît bien plus intéressant à vrai dire. Et là, je reviens à ce que je disais en évoquant les ajustements des points d'escadron pour le premier ordre. Même s'il faut mettre de sacrés bémols à ma démonstration, avec beaucoup de guillemets, surtout j'avais oublié le Fenro Rebelle et Dengar chez les Rakai, je crois que l'idée de base demeure, à savoir que le premier ordre est franchement bien loti en termes de vaisseaux disposant d'une valeur d'initiative élevée, qu'il s'agisse de valeurs strictes figurant sur les cartes de pilote, ou de valeurs fluctuantes dans le cas de pilotes comme Null et donc Rush. Et dans le cas de ce dernier, on retrouve en plus cet archétype masochiste du premier ordre que je trouve décidément très rigolo. J'ai pas mal envie de jouer cette faction là. Reste à parler de l'antagoniste idéal du premier ordre, la résistance. Le petit nombre de vaisseaux disponibles produit le même effet, 2 de ces 3 nouveaux pilotes partagent un même châssis, à savoir le A-Wing RZ-2. Pas le plus mal loti des vaisseaux résistants d'ailleurs, mais on pouvait en dire autant pour le TIE-SF en face. Et le même constat vaut pour les deux factions, elles s'en sortent bien dans cette extension, même si pas aussi bien que les rebelles. Le premier de ces 2 pilotes de A-Wing est Ronit Blario. À 34 points d'escadron, il est le pilote nommé le moins cher sur ce châssis, et coûte en fait autant que le générique à 2 talents qui est l'expert de l'escadron vert. En revanche, le petit nouveau ne dispose que d'un seul emplacement de talent, et son initiative de 2 le relègue un peu en dessous. Cela dit, il a sa capacité spéciale, plutôt sympathique. Tant qu'il défend ou effectue une attaque, si le vaisseau ennemi est dans l'arc de tir mobile d'un autre vaisseau allié, et la résistance ne manque certes pas de vaisseaux dotés d'un arc de tir mobile, alors Ronit Blario peut dépenser un marqueur de concentration de ce vaisseau allié pour changer un de ses résultats concentration en un résultat dégâts ou évasion. Et c'est plutôt pas mal, même si c'est limité à une seule modification de dés, donc ce n'est pas le lieutenant Lehuz à cet égard. Cela lui réserve la possibilité d'effectuer d'autres actions, et je le verrai bien là comme ça accompagner un YT-1300 récupéré ou une forteresse stellaire MG100 embarquant un copilote perspicace. Mais il y a probablement mieux à faire, je connais mal cette faction, n'hésitez pas à me suggérer des trucs si jamais. L'autre nouvelle pilote de A-Wing RZ-2 est proprement excellente, en dépit d'un nom un peu fâcheux en français, qui risque de susciter quantité de blagues puériles et extrêmement lourdes dans les mois qui viennent. Zizitlo, 40 points d'escadron. Pourtant, initiative 5, déjà, ça ne rigole pas. Mais ensuite, il y a cette capacité spéciale alléchante. Après avoir défendu ou effectué une attaque, elle peut dépenser une charge, et elle en a une qui est récurrente, pour gagner un marqueur de concentration ou d'évasion. Splaf. C'est excellent, oui. Certes, ça se paye. Zizitlo est le deuxième pilote de RZ2 le plus cher, 3 points après Lulo Lampard, 4 devant Talisa Nintra et Griersonel. Mais je crois qu'elle le vaut bien. Reste une dernière pilote sur un châssis bien différent, il s'agit de Paige Tycho à bord de sa forteresse stellaire MG100. Il y avait quelque chose de bizarre à ce que la sœur de Ross Tycho ne soit pas d'emblée une pilote de bombardier de la résistance. Cette bizarrerie est donc réparée, et bien réparée, car Paige Tycho est peut-être bien maintenant la pilote la plus intéressante sur ce châssis. Déjà, elle a une valeur d'initiative de 5, ce qui est totalement inédit. Ensuite, elle a sa chouette capacité spéciale, sobre et efficace. Après avoir largué un engin, elle peut dépenser une charge, là encore il s'agit d'une charge récurrente, pour en larguer un de plus.
Elle est plus qu'un super vagabond à cet égard, hein, d'autant que l'article Rejoindre la cause au cas où a bien précisé que le terme largué ici n'empêchait pas d'avoir recours à un simulateur de trajectoire, dont le prix a par ailleurs baissé en janvier. Tout cela est fort bien, mais il y a plus. À 60 points d'escadron à poil, Petchaiko ne coûte pas plus cher que Finchdallow ou Eden Capel, et elle me paraît bien meilleure à tout point de vue. Ouais, tout ça me plaît bien, oui. On a fait le tour des factions, le reste consiste pour l'essentiel en améliorations génériques déjà connues. Il y a cependant deux exceptions, deux nouvelles cartes, en fait associées aux extensions de figurines de la présente Vaxis. La première est l'hypercarburant coaxium, et il n'y a rien à en dire ici. En effet, cette amélioration n'est théoriquement pas spécifique à une faction, mais en imposant d'avoir à la fois un emplacement d'illégal et l'action de MASL, elle n'est en fait envisageable que sur un Fireball. J'en traiterai donc en chroniquant très bientôt ce nouveau vaisseau de la résistance. On peut à vrai dire se demander ce que cette carte fait là, du coup, et qui plus est en deux exemplaires, à moins que cela ne présage de quelque chose. Probablement pas, c'est peut-être simplement une forme de prudence de la part de FFG. L'autre amélioration inédite ne présente pas ses limitations, il s'agit de nouveaux missiles, les ogives à impulsion magnétique, 6 points d'escadron. Là encore, la carte est présente en deux exemplaires. Il s'agit d'une attaque à 3 dés rouges dans l'arc de tir principal, à portée 1 à 3 et dotée de 2 charges. L'attaque requiert une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Si l'attaque touche, le défenseur subit un dégât critique, blâme, et gagne aussi un marqueur d'épuisement et un autre de brouillage, après quoi on annule tous les résultats, dégâts et critiques restants. Je suis toujours un peu réservé quant aux attaques spéciales ne pouvant infliger plus d'un dégât, mais pour le coup ici il s'agit d'un critique et les deux autres effets sont assez intéressants, encore que peut-être surtout de manière situationnelle. Le timing sera crucial ici, il faut toucher avant que le vaisseau ennemi ne s'engage pour que ça produise pleinement son effet, mais dans cet ordre d'idées, cela pourrait bien s'avérer plus efficace que, mettons, un marqueur ionique. L'illustration montre un taille SF et je me dis que peut-être Quick Draw... Bon, on verra. Au passage, la Vaxis introduit donc de nouveaux marqueurs dits d'épuisement, et il y en a deux dans cette extension. Leur fonctionnement est tout simple, c'est exactement le même que celui des marqueurs de contrainte, sauf que c'est cette fois la valeur d'attaque qui est affectée et non celle d'agilité. C'est potentiellement intéressant, j'imagine que j'y reviendrai surtout en chroniquant très bientôt le taille du Major Von Reg. Le reste consiste pour l'essentiel en améliorations génériques rares, entre guillemets, au sens où elles sont apparues pour l'essentiel dans diverses extensions postérieures au kit de conversion, et que tous les joueurs n'étaient pas désireux de se procurer, parce que portant sur des factions qu'ils ne jouaient pas, et plusieurs d'entre elles n'étaient apparues que dans une seule extension. Inutile donc d'y revenir en détail, mais on peut lister. Nous avons un exemplaire de missile diamant bord, ce qui est normal, c'est une amélioration limitée. 2 pour canonnier à droit, autoblaster, roquette de barrage, déflecteur orientable, as de la manœuvre, clairvoyance N, réflexe prémonitoire, tir prophétique, senseur passif, maîtrise de soi, tir instantané, analyseur de modèle, optiques avancées, propulseur survitaminé et torpille à plasma. Et on a enfin 3 exemplaires d'ordinateur de visée. Perso, je n'aurais pas été contre un ou deux exemplaires supplémentaires de fanatiques, d'autant qu'en France nous n'avons pas eu droit à l'extension chasseur TSF, mais bon, tant pis. Enfin, une anomalie est réparée, un peu du même ordre. Pilote hors pair comprend un exemplaire de 4 cartes multifactions qui étaient inégalement réparties dans les kits de conversion. Tout le monde disposera dès lors de Triple Zero et BT1, deux cartes ne figurant initialement que dans le kit de conversion des racailles et scélérats, alors qu'elles sont jouables par l'Empire Galactique sous condition, et perso je ne m'en suis pas privé, mais aussi de Maul, présent là encore seulement dans le kit de conversion racaille, alors que cet équipage est jouable en rebelle sous condition, et enfin du titre du HWK 290, Maul Dicro, qui n'était présent cette fois que dans le kit rebelle, alors que le vaisseau était bien sûr jouable également par les racailles et sans condition cette fois. C'était probablement le plus gros oups de cette catégorie. C'est très bien, et il était temps. Bilan globalement très positif pour cette extension, et au-delà de ce seul aspect récapitulatif des cartes apparues en 2019. La plupart des nouveaux pilotes sont intéressants, voire plus que cela, et certains pourraient renouveler un peu les archétypes de jeu, ce qui est toujours appréciable. Côté équilibrage, l'Alliance Rebelle me paraît clairement s'en tirer mieux que les autres, mais pas au point où ma jalousie mesquine de joueur du côté obscur réclamerait une gueulante stérile de ma part. Bon, j'en aurais bien repris du rab, je l'ai déjà dit, et certaines absences me paraissent un peu regrettables. J'ai évoqué l'intercepteur Taïen parce que je joue Impérial, mais les autres factions pourraient en dire autant, à vrai dire, concernant certains vaisseaux peu joués, comme, je sais pas, la canonnière Osituk, etc. Ça peut sonner un peu comme une occasion manquée. Mais soyons positifs et voyons cela comme une première approche de ce nouveau concept d'extension consistant en paquets de cartes. C'est une bonne idée et j'espère qu'elle sera suivie. Par ailleurs, pour une éventuelle prochaine fois, j'imagine que l'inclusion de nouveaux pilotes républicains ou séparatistes serait dans l'ordre des choses. Alors wait and see, mais d'ici là, il y a amplement de quoi faire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous en prie et merci beaucoup. Ça peut se faire par les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu et merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique de cette Vaxis. Ouais, je pense que ce sera le taille du Major Von Reg. À très bientôt.